Et si on changeait notre logiciel à nous, en tant qu'humains, qu'est-ce qu'on veut pour notre société? Est-ce qu'on veut une société du care, du soin, ou est-ce qu'on veut une société avide hein, de recherche de pouvoir, d'argent, de renommée, etc. En fait, il faut repenser, il faut remettre du prestige, de la valeur dans ce qui est le soin, dans leur relation aux autres. Bienvenue sur le podcast PLAF pour l'épisode 81. PLAF, c'est l'acronyme de Place aux femmes fortes. Je m'appelle Claire Fleury et je suis retraitée. Et le sujet de PLAF, c'est la paire infernale, la double peine du sexisme et de l'agisme qui s'exerce dans le monde du travail sur les femmes de plus de 50 ans. Je leur donne la parole ainsi qu'aux femmes qui les accompagnent et les défendent. J'avais très soigneusement préparé ma liste de questions pour elles, mais ça a servi à rien du tout. Je ne pouvais plus arrêter mon invité, intarissable sur le sujet des inégalités femmes-hommes. Elle avait tant à dire et moi j'étais fascinée de l'écouter. Isabella Lenarduzzi est fondatrice et directrice générale de Jump, une entreprise sociale européenne implantée en Belgique et en France, dont l'objectif principal est de promouvoir l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes au sein des organisations. Isabella est entrepreneuse depuis 40 ans et a été nommée Ashoka Fellow en 2013. J'ai choisi de vous faire entendre Isabella telle qu'elle m'est apparue, avec sa pensée foisonnante, son authenticité, son féminisme ébouriffant, et puis tout ça associé à une extrême bienveillance. Sa longue expérience en fait un témoin précieux. Au fil des années, comme vous allez le découvrir, elle n'a pas hésité à remettre en cause les certitudes qui étaient les siennes au début de sa carrière. Merci Isabella d'avoir accepté cette invitation. Est-ce que tu peux, pour commencer, nous expliquer quelles sont les raisons qui t'ont amené à créer le groupe que tu diriges qui s'appelle Jump? Effectivement, comme tu dis très bien, j'ai lancé Jump pour faire en sorte que les femmes aient les mêmes opportunités professionnelles que les hommes et qu'elles puissent utiliser, déployer tous leurs talents de même façon, si elles le désiraient, bien sûr, de même façon que les hommes. Parce que j'étais vraiment peinée par le fait de voir autour de moi des femmes absolument incroyables, avec un niveau d'éducation incroyable, mais qui à un moment donné faisaient un pas de côté en réduisant leurs horaires, en déclinant une possibilité de promotion, etc. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Et au départ, je pensais que ce que je devais faire, c'était empouvoirer les femmes. C'est ce qu'on appelle l'empowerment en anglais. Bon, l'empouvoirment est un mot français qu'on n'utilise pas beaucoup, qui traduit bien l'empowerment. Empouvoirer les femmes. Mais quelque part, au fur et à mesure que j'ai travaillé là-dessus, c'est remettre la responsabilité sur le dos des femmes. C'est-à-dire, c'est elles qui n'y vont pas, c'est elles qui n'osent pas, c'est elles qui... Et c'est toujours ce qu'on essaye de nous faire croire. C'est qu'en fait, c'est toujours de notre faute, hein. C'est jamais assez bien ou c'est trop. Donc, on n'est jamais dans le bon. Et moi, j'ai participé à ça parce que j'avais pas compris. Bon, t'avais pas compris, mais pourtant dans les premières années de ta vie professionnelle, est-ce que tu avais expérimenté combien les femmes doivent se battre tous les jours? Pendant les 20 premières années, voire même 25 premières années, j'ai essayé d'être un mec comme les autres, hein, parce que je voulais être à la hauteur, je voulais être considérée, appréciée. Et en fait, ben, j'étais pas jugée de la même façon que les gars avec qui j'entreprenais, qui sont toujours pourtant mes amis, hein, je les adore absolument, hein. Mais ils ont même encore aujourd'hui, ils ont toujours pas compris qu'en fait, eux et puis les autres me traitaient différemment, que moi, je ne pouvais pas arriver dans l'entreprise le matin stressée parce qu'il fallait que j'écoute les doléances, les petits bobos de tout le monde, etc. Parce que si je le faisais pas, eh bien, automatiquement, j'étais traitée de peste, d'autoritaire, etc. Eux, ils pouvaient ne dire bonjour à personne. Qu'est-ce qu'on allait leur dire? Femmes comme hommes, hein, ils allaient dire, ah, oui, il a dû passer une mauvaise
mauvaise nuit parce que il y a quelques problèmes de liquidité bancaire, etc. Mais moi, j'avais pas cette autorisation-là. Et quand j'ai compris qu'en fait, le fait que j'étais femme, non seulement me rendait la vie beaucoup plus compliquée personnellement parce que j'avais une famille à gérer, parce que on me donnait pas les mêmes opportunités, que j'avais une pression qui n'était pas la même sur mes épaules que celle de mes partenaires business hommes. Donc déjà ça, et puis aussi quand j'ai compris qu'en fait, si j'étais perçue comme autoritaire, c'était un stéréotype en fait. C'est pas nécessairement moi, et je faisais toutes les formations du monde pour être une meilleure boss. Et c'est bien, hein, il faut pas cracher dans la soupe. C'est très bien. Il faut être meilleur tout le temps, tout le temps. Mais mes partenaires masculins n'ont jamais fait tous ces efforts-là. Mais parce ils n'avaient pas le même retour de bâton en fait. Ce que tu décris là, c'est l'éternel dilemme auquel les femmes sont confrontées et qu'avait évoqué mon invité de l'épisode 21 de PLAF. C'était l'universitaire Camille Berthereau. Elle expliquait que les stéréotypes au travail concernant les hommes sont l'ambition, l'autorité, l'expertise. Et puis les stéréotypes associés aux femmes sont l'empathie, l'écoute, l'organisation. Et si une femme s'avise de déroger aux stéréotypes féminins qui lui sont assignés, elle est automatiquement classée dans les managers pas sympas. Et elle subit les foudres de son entourage professionnel en retour. Alors je t'ai interrompu, excuse-moi. Tu avais commencé à nous raconter que tu t'étais aperçu que tu faisais fausse route en essayant de donner du pouvoir aux femmes. Ça fait donc 40 ans là que je suis entrepreneuse. Moi, je dis entrepreneuse parce que ça s'entend plus qu'entrepreneureux. Et c'est important, hein, ce qui ne s'énonce pas, ne se conçoit pas. Au début, quand j'ai fondé Jump il y a presque 20 ans, qu'est-ce que je faisais dans les entreprises? J'animais surtout des réseaux de femmes, en fait. Et donc, c'était des femmes qui parlaient aux femmes. Et donc, j'ai compris, en fait, que, encore une fois, en étant moi-même partie du problème, en disant le problème, c'est les femmes, il faut plus les empouvoirer, etc. J'allais droit dans le mur, c'était pas du tout ça qu'il fallait faire. Et donc, je me suis rendu compte que le problème, c'était le système, un système mis en place par les hommes pour garder le pouvoir. Alors, ça fait bizarre quand on dit ça, mais il faut pouvoir appeler un chat un chat. Et là aussi, même si c'est inconscient, c'est ça qui se passe depuis des millénaires, en fait. Et donc, ce qu'il fallait que je fasse, hein, c'était transformer les organisations. C'était leur montrer combien, avec plus d'égalité professionnelle, pour atteindre plus de mixité femmes-hommes dans les entreprises, hein, donc dans la ségrégation verticale, hein, donc à tous les niveaux hiérarchiques, mais aussi la ségrégation horizontale, c'est-à-dire dans toutes les fonctions, dans tous les métiers, automatiquement, les entreprises étaient plus performantes, hein, aussi bien sur des questions financières avec des indicateurs financiers, qu'avec des indicateurs non financiers, du style, il y a plus de qualité de vie au travail, il y a moins de risques psychosociaux dans les équipes mixtes, il y a plus de sécurité physique dans tous les métiers un peu dangereux, il y a plus de rétention des personnes. Ben oui, en fait, il y a un autre type de management qui se met en place. Et donc, je me suis rendu compte au fur et à mesure qu'en fait, la mixité transformait les entreprises et que c'était le meilleur levier pour avoir une juste représentation de toutes les diversités. Bon, Isabella, je te laisse reprendre ton souffle. Quand on t'écoute, on ne demande qu'à te croire, puisque tous les bénéfices dont tu as parlé, financiers et non financiers, c'est prouvé dans de multiples études. Et pourtant, mais je pense que tu seras d'accord avec moi, il faut bien constater que les inégalités femmes-hommes dans les entreprises perdurent. Tu vois, je suis allée à un événementiel à l'APEC la semaine dernière et le thème qu'ils avaient choisi, c'était des inégalités persistantes entre les femmes cadres et les hommes cadres. Et j'ai l'embarras du choix dans tous les chiffres qui ont été donnés. Alors j'en prends un, ça sera le chiffre PLAF de cet épisode, et ce chiffre prouve que l'accession des femmes à tous les types de fonctions dont tu parlais n'est pas du tout acquise. Alors voilà ce chiffre. Parmi les cadres de direction générale, quelle est la répartition
femmes-hommes. On trouve 21% de femmes parmi les cadres de direction générale et 79% d'hommes. Bon, ça te fait encore beaucoup de boulot, hein? Alors, ce qui m'interroge là, c'est de savoir comment tu t'y prends pour convaincre tes interlocuteurs hommes, puisque tu nous dis que c'est à eux que tu as décidé de t'adresser. Comment est-ce que moi, j'arrive à faire passer ces idées-là dans les entreprises, dans les grandes entreprises ou dans les grandes institutions? Eh bien, à chaque fois, je suis étonnée. Et je pense et merci de me poser la question parce que je suis sûre que en essayant d'y répondre, je vais mieux comprendre ce qui m'arrive en fait. Enfin, ce qui m'arrive et ce qui nous arrive avec toute l'équipe. Moi, j'aime les gens en fait. Moi, je suis profondément bienveillante. J'arrive et je leur dis, eh ben non, en fait non. Si vous ne travaillez pas sur vos stéréotypes, vos biais, si on ne fait pas ça, on va pas être la personne qu'on croit qu'on est. Et la plupart des gens, ils entendent ça en fait, parce qu'évidemment, je les amène avec des stats, avec des exercices, à leur faire prendre conscience qu'en fait, ils sont imprégnés de culture inégalitaire. Femmes, hommes, blancs, noirs, riches, pauvres, etc., etc. On est imprégné de ça. Et donc, si on est imprégné de ça de façon inconsciente, qu'on ne travaille pas ça, automatiquement, nos comportements ne seront pas justes. Alors après, tu as des phénomènes, évidemment, hein, tu as des gens qui vont se servir de la vulnérabilité des autres, etc. Mais sincèrement, c'est plutôt l'exception qui confirme la règle. Parce qu'on sait, et c'est c'est du bon sens, que quand les gens sont bien dans leur boulot, sont traités avec dignité, ils vont donner le maximum d'eux-mêmes. Et si on y donne le maximum d'eux-mêmes, c'est plus de performance pour l'entreprise. C'est quand même, enfin, c'est d'une logique implacable, hein. Et donc, moi, j'arrive avec ça. Donc, je leur ramène des arguments économiques. Je leur montre pourquoi il faut qu'ils s'en emparent d'une façon stratégique pour que l'égalité, la diversité, l'inclusion participent à leur réussite. Quelle est leur réussite? Quelle est leur vision? Quel est leur objectif? Ça, c'est globalement. Et puis après, individuellement, quelle est leur responsabilité? Comment est-ce qu'on se change? Comment est-ce qu'on gère les autres? Hein, et comment est-ce qu'on construit des équipes plus respectueuses? Les responsables d'une transformation, ce sont ceux qui sont au pouvoir. Et ce sont ceux qui sont majoritaires au pouvoir et ce sont ceux qui représentent la norme. Tu as une culture dominante et il faut comprendre cette culture dominante. Et c'est sur cette culture dominante qu'il faut travailler. Nous, on organise des formations rien que pour les hommes, pour qu'ils soient catalyseurs de changement, parce que c'est eux qui ont cette responsabilité-là. Avec nous, hein, attention, hein, ça doit être une co-construction, bien sûr, on n'est pas exempte, on n'est pas parfaite et il faut évidemment accompagner tout ça. Mais la vraie responsabilité, elle est auprès de ceux qui ont fait société jusqu'à présent et qui sont toujours détenteurs du pouvoir. Ce que tu demandes là, c'est que les hommes qui bénéficient des privilèges qui sont attachés à leur position dominante, y renoncent de leur plein gré, au moins partiellement. Peut-être qu'il y aura du changement grâce aux nouvelles générations. Comment est-ce que tu vois les choses évoluer? Quand on a fait une grande enquête, on a eu près de 4000 réponses de femmes sur leur expérience du sexisme. On s'est rendu compte qu'en fait, l'expérience du sexisme était très différente de génération en génération. Des générations comme la tienne ou la mienne, on a grandi. On a grandi avec dans un univers sexiste à mort et on a intégré ça comme si c'était normal. Et donc, c'est vraiment les nouvelles générations qui finalement m'ont fait rendre compte de ce que j'avais subi. Donc, notre perception en général, plus on est âgé et plus on a intégré le sexisme, et on trouve que c'est pas dramatique, qu'on survit à tout ça. Les jeunes sont intolérantes et elles ont totalement raison de l'être parce que c'est de la violence, ce sont des rapports de force, des rapports de pouvoir et c'est inacceptable. Ça, c'est la première chose.
Aussi, ce qu'on voit, c'est que les jeunes sont évidemment beaucoup plus sujettes au sexisme dans les espaces publics, dans la rue, etc., etc. Et au fur et à mesure qu'on vieillit, et par contre, c'est dans l'environnement professionnel. Notre expérience du sexisme dans l'environnement de travail, en fait, il augmente au fur et à mesure de l'âge. Et je me suis demandé pourquoi. Et en fait, dans l'analyse, on s'est rendu compte que c'était parce qu'on devenait vraiment dérangeante et menaçante. Donc, on est diplômé, mais on a de plus en plus d'expérience. On menace la progression linéaire quelque part des hommes. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'ils se retrouvent en concurrence avec l'autre moitié de l'humanité. Ils veulent nous disqualifier pour pouvoir garder le pouvoir, en fait. Ça me surprend pas du tout ce que tu dis sur le fait que les générations anciennes à laquelle j'appartiens supportaient beaucoup mieux les discriminations. Et quand je discute avec des jeunes femmes, je me rends compte que ma vision du sexisme est très marquée par comment on vivait et surtout ce qu'on supportait dans les années 80-90. Bon, moi je sais pas, mais il y a quand même un paradoxe. Les plus jeunes générations de femmes d'aujourd'hui sont vent debout contre le sexisme. Et pourtant, ben là on sera toutes les deux d'accord, ça n'évolue que très très lentement. Et à ton avis, pourquoi? J'ai eu un moment important dans ma vie quand j'ai rencontré Laurence Rossignol lors d'un dîner. Donc, elle était ministre des Droits des Femmes. Et je lui ai demandé quelle était la dimension de l'égalité qui était la plus difficile à faire avancer. Et après quelques secondes de réflexion, elle m'a dit, c'est la mixité des métiers. Et du coup, ça m'a interpellée. Je m'y suis intéressée un petit peu plus et je me suis rendu compte qu'effectivement, plus un pays est égalitaire entre les femmes et les hommes, plus les femmes vont faire des choix qu'on appelle stéréotypés. Parce que justement, il y a moins de pression sur elles, les femmes ont plus accès au marché du travail et donc elles vont choisir ce qu'elles aiment. Alors, excuse-moi, je vais t'arrêter parce que j'en suis pas si sûre. Est-ce que c'est ce qu'elles aiment ou parce que, à l'orientation, les jeunes filles veulent se conformer à ce que leur éducation genrée leur assigne, ou encore, dernière hypothèse, parce qu'elles se disent déjà qu'il faut choisir un métier qui sera compatible avec leur future charge parentale et familiale. Tu vois, Claire, dans ce que tu dis, c'est encore remettre la responsabilité sur les femmes. Mais Claire, et si on réfléchissait autrement? Est-ce qu'il vaut mieux avoir les dernières technologies, les dernières apps sur son téléphone pour choisir le restaurant qui va t'offrir une table à moitié prix? Enfin, tu vois, est-ce que c'est ça qui va te rendre heureuse en tant que citoyenne? Ou est-ce que c'est de savoir que ton fils qui est hospitalisé va être correctement pris en charge, ta fille qui est autiste va être dans une maison où on va vraiment l'aider à s'épanouir, à aller mieux, ou ta maman qui est en EHPAD va être soignée correctement? Qu'est-ce qu'on veut pour notre société? Est-ce qu'on veut une société du care? de, ou est-ce qu'on veut une société avide hein, de recherche de pouvoir, d'argent, de renommée, etc. Et si on changeait notre logiciel à nous en tant qu'humains? Parce qu'en fait, on est dans une société qui a été pensée par les hommes, avec cette espèce d'avidité, de conquête en tout genre. Hein. En fait, il faut repenser, il faut remettre du prestige, de la valeur dans ce qui est le soin, dans leur relation aux autres. Hein. Et à ce moment-là, on va revaloriser tous ces métiers-là. Et sincèrement, c'est les femmes qui portent le monde. On l'a vu pendant le Covid. Ce sont les femmes qui portent les familles. Et ce sont les hommes, globalement, qui le détruisent. Je dis ça en même temps, je me dis, oh là 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 là, on va m'en vouloir de dire ça. Il y a plein de gens qui vont plus m'écouter après que je le dise. Mais, mais sincèrement, merci de choisir des métiers pareils. Moi, je viens de faire une formation dans une organisation professionnelle qui s'appelle Technicity, où on forme des frigoristes, des soudeurs, etc. Je le dis à escient au masculin parce qu'il n'y a pas de femmes ou quasiment pas de femmes. Mais sincèrement, hein, c'est beaucoup plus facile de passer sa journée devant sa machine-outil et plutôt que de passer sa journée en tant qu'infirmière. Les femmes s'occupent de la misère du monde. Mais ça, cette difficulté-là,
elle n'est pas reconnue à sa juste mesure, en fait. Pourquoi est-ce que les femmes vont 2 fois plus en burn-out? Pas parce qu'elles sont plus fragiles, non seulement parce que, elles sont atteintes beaucoup plus par tout ce qui est violence, par tout ce qui est décrédibilisation, disqualification, et cetera. C'est un continuum de violence depuis notre naissance. C'est une première chose. La deuxième chose, c'est que notre place au sein de notre famille, elle est beaucoup plus compliquée. On se sent responsable du bonheur de tout le monde, que tout le monde aille bien au niveau santé, aille bien au niveau psychique, on se sent responsable de tout en fait. Et on va essayer d'être le mouton à 5 pattes, de tout faire. Ça ne veut pas dire que tous les hommes sont coupables, hein. Absolument pas ça. Ça veut dire qu'on a hérité, femmes et hommes, d'une société qui ne peut pas fonctionner, qui est avide de pognon et de pouvoir. Un monde féministe, parce que c'est ça en fait le féminisme. Le féminisme, ce n'est pas simplement vouloir l'égalité entre les femmes et les hommes. Le féminisme, c'est renverser la table, hein. C'est avoir une vision politique, humaniste. Alors, merci Isabelle d'avoir partagé avec nous ton cheminement personnel. Te voilà aujourd'hui à renverser la table pour espérer un monde qui ne serait plus fondé sur l'individualisme, la compétition et la prédation. Pour ma part, je suis tout à fait enchantée d'avoir pu faire entendre une voix qui propose un autre modèle de vie en société, un autre modèle de développement, un autre modèle dont les valeurs aujourd'hui sont plutôt portées au quotidien par les femmes. Mais on pourrait espérer qu'elles deviennent aussi des valeurs pour l'ensemble des humains. Je suis vraiment impatiente de savoir ce que vous en avez pensé de votre côté. Et si cet épisode vous a intéressé, faites-le connaître autour de vous. Je suis présente en tant que Claire Fleury, ça s'écrit F-L-U-R-Y. Je suis présente sur LinkedIn et Plaf, c'est aussi un site Plaf Podcast sur lequel vous pouvez vous abonner à ma newsletter et être ainsi informé de la publication de chaque nouvel épisode. Je publie 2 fois par mois, les 2e et 4e jeudis de chaque mois, et vous retrouverez donc le 14 novembre. À très bientôt.